bienvenue dans Plaisir de diriger. Je suis Anna Fontaine et chaque semaine, je vous offre une occasion de faire un pas de côté, de réfléchir, d'apprendre, de cheminer et grandir ensemble. Nous irons à la rencontre de dirigeants et dirigeantes, d'idées et de lectures. Nous ferons même quelques détours pour explorer comment trouver ou retrouver plaisir à diriger. Pour cet épisode, je suis avec Tanguy de Bernède, dirigeant de la division industrielle de la joaillerie Cartier. Je crois que l'idée de ce podcast a émergé, entre autres, suite à une conversation avec Tanguy il y a 1 an ou 2. Il avait partagé avec moi ses prises de conscience et son évolution en tant que dirigeant. Je suis donc très heureuse de les partager avec vous aujourd'hui. Bonjour Tanguy, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast Plaisir de diriger. Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter la structure que tu diriges et nous dire depuis combien de temps tu la diriges ? Bonjour Anna, moi aussi je suis ravi d'être avec toi pour ce podcast. Alors donc je suis dirigeant de Cartier Joaillerie Manufacturing, qui est la division industrielle pour la joaillerie de la maison Cartier. C'est une activité qui soutient plusieurs milliards de chiffres d'affaires de la maison Cartier, de l'activité de production, de développement produit sur 3 pays, la France, l'Italie et la Suisse. Et je fais ça depuis maintenant 12 ans, après 23 ans de maison Cartier. Quelle est la taille de cette structure en nombre de personnes ? C'est 1500 personnes sur les 3 pays. 1500 personnes sur les 3 pays. Et donc, vous fabriquez la joaillerie Cartier. C'est ça, voilà. Le développement des nouveautés et la fabrication depuis les bijoux qui sont faits en série jusqu'aux pièces uniques de haute joaillerie, qui valent plusieurs millions, vendus à des clients très, très particuliers. Comment est-ce que tu perçois ton rôle de dirigeant ? C'est un rôle exigeant, important. Je pense qu'il faut en être convaincu parce que si on ne l'est pas, ça ne va pas. C'est passionnant aussi. C'est tout le temps différent, je pense, avec très riche. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je prends beaucoup de plaisir à le faire. Comment est-ce que tu es arrivé à ce poste-là ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre cette responsabilité-là ? Alors, en fait, j'ai pas eu envie de la prendre, je dirais que parce que je n'avais pas pensé que je prendrais cette responsabilité. J'ai eu un cheminement dans cette maison où j'ai passé par différents postes. À chaque fois, c'était un peu le hasard, l'opportunité. J'ai fait du service après-vente dans cette maison Cartier. Je suis passé au marketing. Après, derrière, j'ai fait de la finance, contrôleur financier, puis directeur financier de la division joaillerie. Et à chaque fois, c'était une opportunité qui s'est présentée. Et puis, à un moment donné, mon patron de l'époque, qui était le dirigeant de l'activité industrielle, avait une évolution. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va partir ? Il me l'a annoncé juste en quelques instants. Et puis en fait, il me dit, je souhaite que tu prennes la fonction. Donc je ne l'avais pas souhaité, je ne l'avais pas voulu. Mais quand ça s'est présenté, par contre, j'en ai eu très envie. Et j'ai su que je voulais, que c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Et j'étais très, très enthousiaste. Comment ça s'est passé, cette prise de fonction ? Et puis ensuite, donc 12 ans, en effet, tu l'as dit, c'est très long. Quel a été ton cheminement en tant que dirigeant ? À quel moment tu t'es senti dirigeant ? Est-ce qu'il y a un moment où on devient dirigeant ? Ouais, ça c'est une question qui n'est pas évidente parce que, en fait, dans cette évolution, j'étais dans cette équipe et donc j'ai pris la tête de l'équipe. Donc il y a une première partie qui n'est pas simple en fait parce que tout d'un coup on est au milieu de ses pairs et on passe le premier de ses pairs. Et donc ça c'est un moment qui n'est pas très évident parce qu'il y a des gens qui trouvent ça très bien, des gens qui ne trouvent pas ça bien du tout, certains qui auraient voulu être à cette place-là. Donc ça crée un peu de difficulté. Après, très rapidement, quand on prend des fonctions, comme ça, il y a un moment où on a l'impression de maîtriser. On a un moment de difficulté, et puis très rapidement, on a le sentiment qu'on maîtrise et qu'on est en contrôle total, et que tout est bon, et qu'on est super bon. Et puis plus on avance, plus on chemine, et puis plus on se dit qu'il y a des choses qu'on n'a pas tout à fait comprises, qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles qu'on ne pensait. Et là, on arrive dans la vallée de la mort. C'est la courbe normale, habituelle. Et cette vallée de la mort, elle peut être plus ou moins longue, plus ou moins difficile. Bon, donc elle a duré un certain temps pour moi. Et puis, effectivement, à un moment donné, c'est posé la question de qu'est-ce que c'était qu'être patron. Je dis patron exprès, en fait, dirigeant, évidemment, c'est le terme que tu as employé, qui est le terme approprié, mais le terme de patron, il est assez intéressant, il peut être connoté négativement, mais aussi, il a un sens qui est intéressant psychologiquement. Et à un moment donné, moi, j'ai fait un travail avec d'ailleurs quelqu'un de tout à fait remarquable, qui était mon coach, qui m'a aidé à cheminer, et le thème du coaching était devenir patron. Devenir patron. Voilà, c'est devenir patron. C'est le thème, en fait, c'est imposé dans la discussion, au bout de quelques échanges. C'était devenir patron parce qu'en fait, je pense que je reprends ton expression, je n'avais pas endossé le costume. Je ne me sentais pas vraiment légitime, je pense, au final. Je ne m'en rendais pas complètement compte, mais je me sentais peut-être chef, responsable, mais patron, pas vraiment.
et avec tout ce que ça implique derrière. Être la référence et être celui qui décide au final, celui sur lequel on compte toujours, celui qui arbitre. Enfin, c'était beaucoup de choses. Et je crois que je n'avais pas vraiment compris ce que c'était. Je n'avais pas vraiment fait le cheminement. Et dans ma tête, j'étais autre chose. Je n'étais pas cette responsabilité-là. À quel moment tu as ressenti ce besoin de travailler cette question-là ? Alors j'ai mis un peu de temps parce que je crois que je suis un petit peu lent. Mais bon, c'est peut-être aussi la caractéristique des bons crus d'évoluer avec le temps. Donc j'ai mis, je ne sais pas exactement, on va dire 2-3 ans avant d'en arriver en fait à cette question. Et alors là, qui s'est imposé comme une évidence, je devais travailler là-dessus. Et je dirais que le travail que j'ai fait avec ce coach, qui vraiment était très bien, m'a beaucoup aidé et m'a fait avancer. Et je suis, à la fin de ce coaching, en fait, je pense que j'avais progressé. Et puis, après, je dirais que je n'ai pas arrêté d'évoluer, de progresser. Je pense que c'est comme pour tout, cette fonction de dirigeant, c'est une fonction qui n'a pas de limite et qu'on apprend toujours et en permanence. Et aujourd'hui, j'espère bien être encore en train d'apprendre. Et certains m'ont dit que j'étais mieux maintenant qu'il y a quelques années. Donc, ce qui était peut-être une critique sur les années passées d'ailleurs. Mais en tout cas, je pense que c'est une notion d'évolution permanente. Quelles ont été tes autres prises de conscience ou tes autres apprentissages au long de ton cheminement ? Alors, il y a 2 éléments qui, je pense, qui sont très marquants. Il y a une première chose qui est le fait de ne pas faire tout moi-même. D'apprendre à déléguer. Oui, et peut-être même encore plus, d'apprendre à faire confiance. Ah, oui. Et lâcher prise et tout ce qui va avec. Bon, ça, c'est super dur, hein. Donc c'est très clairement super difficile et en même temps indispensable. Donc l'organisation que je dirige, elle est quand même assez vaste et j'ai une équipe d'un bon niveau et chaque membre de cette équipe, en fait, est en charge d'une équipe. Ce sont quasiment chacun des dirigeants de comité de direction. Donc c'est une structure un peu importante. S'il n'y a pas de délégation, s'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas de responsabilisation, ça ne marche pas du tout. Donc ça, c'est une grande découverte, voilà, une étape très importante par laquelle je suis passé il y a quelques années, mais je pense qu'elle est toujours présente et toujours importante. L'autre point, l'autre apprentissage fondamental, alors je ne veux pas paraître pompeux en le disant, mais je pense que c'est vraiment très important, c'est la question de l'humain dans l'entreprise et la prééminence de l'humain. Quand on dirige une entreprise, on peut regarder cette entreprise comme une organisation, un ensemble de process, des enjeux, des projets. On peut voir ça de manière très technique. Et d'ailleurs, je pense que c'est nécessaire de le voir comme ça, mais c'est insuffisant. Et la question de la dimension humaine est fondamentale. Alors, ça paraît une évidence et je ne voudrais pas donner l'impression de sortir une palissade, parce qu'en fait, je pense que cette question de l'humain, elle n'est pas si simple que ça à appréhender. L'importance de l'humain dans l'organisation de l'entreprise est absolument fondamentale et en prendre conscience, lui donner sa dimension et le prendre en considération vraiment, en fait, n'est pas du tout évident et c'est un cheminement qu'il faut faire. Et parfois, je pense que la prise de conscience, elle n'est pas faite. Comment tu t'y es pris alors, d'une part, peut-être pour apprendre à faire confiance et peut-être que c'est lié aussi à cette question de mettre l'humain au cœur. Comment est-ce que tu t'y es pris pour transcrire, on va dire, ces prises de conscience que tu as eues en action, en évolution dans l'organisation, en réalisation concrète ? Alors, sur la question de la confiance, en fait, je ne m'y suis pas pris par un grand raisonnement hyper réfléchi qui m'a amené, après avoir mûri pendant je ne sais pas combien de temps, à cette conclusion-là et à la mise en œuvre. En fait, je me suis fait un peu casser, quoi. Je me suis fait rentrer dedans. J'ai en tête en particulier un membre de mon équipe qui a un fort caractère, qui m'a fait comprendre d'une manière assez évidente que c'était bien de savoir tout faire, mais qu'il faut peut-être que je reste à ma place. Voilà. Et puis de manière assez compréhensible, directe. Donc ça m'a fait réfléchir, quoi, parce que je suis quand même pas. Je suis écouté un petit peu. Et puis à force d'avoir ces messages-là, on se dit peut-être que pour bien fonctionner avec son équipe, il faut à un moment donné leur laisser un peu d'air, leur laisser lâcher un peu la bride et puis leur donner le crédit de leurs compétences et puis leur donner des vraies missions, mandats. Et ça, c'est avec le temps que ça se fait et puis qu'on comprend comment l'opérer. Voilà. Donc ça, je pense que c'est l'apprentissage en fait qui m'a permis de comprendre. Je ne sais pas s'il y a un autre élément que tu veux que je développe. Oui, en fait, du coup, tu disais aussi que dans tes prises de conscience, il y avait le fait que l'humain était prééminent dans l'organisation. Comment est-ce que ça se traduit, ça, dans les modes d'organisation, dans éventuellement l'accompagnement des collaborateurs, dans la façon de donner du sens peut-être à l'action de chacun ? Comment est-ce que tu intègres cette question de l'humain dans l'entreprise ? Peut-être pour répondre à ta question, je vais essayer de retrouver comment, en fait, cette question-là s'est imposée à moi.
Je pense, mais je ne suis pas certain du moment où ça s'est déclenché, mais en fait, je crois que c'est lié à un baromètre d'engagement qu'on a fait il y a quelques années. Un baromètre d'engagement où donc on posait la question aux gens, pas tant de leur engagement que de leur satisfaction au travail. Ce baromètre était catastrophique, avec une évaluation de la satisfaction des gens qui était très mauvaise sur pas mal de paramètres, sur la confiance, sur la clarté de la vision, sur leur confiance dans leur développement personnel dans l'entreprise, sur la satisfaction sur leur rémunération, là ça j'en parle à peine, sur la communication. Enfin, c'était pas bon du tout, ça a été un électrochoc. Et ce qui était fort aussi dans ce baromètre, c'était que non seulement il y avait du qualitatif, mais il y avait aussi du quantitatif au travers de notations, bien, pas bien, mais aussi du qualitatif avec des phrases où les gens s'exprimaient. Et je pense que ça m'a fait beaucoup réfléchir, et ça m'a un peu secoué, parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais j'ai raté. C'est mon résultat, quoi. Je n'ai pas bien fait. Et ça a été vraiment un déclencheur très fort. Face à ça, en fait, pour répondre à ta question, en fait, j'ai fait des plans d'action. Alors moi-même, j'ai écrit des plans d'action. D'accord. Je les ai présentés à mon équipe. Je me suis fait recevoir par un silence vaguement aimable. Hésitant Non, froid, et j'ai tombé à côté. Et puis après, j'ai dit, OK, je change de méthode, je vais travailler avec mon équipe et on va faire un plan d'action. Donc on a fait ça avec mon équipe, et puis on a présenté ça au manager, et on a été reçu par un silence froid, glacial. Et là, je me suis dit, je crois que c'est pas encore la bonne manière de faire. Donc bon, du coup, mais comment on fait? Et c'est en fait, quelque part, cette humilité devant l'échec qui a été le début d'une démarche beaucoup plus concrète, beaucoup plus à l'écoute, en fait. Et je pense que c'est ça l'élément fondamental, à l'écoute des gens. Et avec, ne serait-ce que le fait de dire, cette question de la place de l'humain, de la communication, bien-être des personnes est fondamentale, le fait de l'affirmer, tout d'un coup, a débloqué quelque chose. De dire à un moment donné, c'est important ça aussi, en plus de venir réaliser des objectifs de taux de service, etc., de livraison. C'était important de dire, cette question-là est importante et me préoccupe. Alors, à chaque fois, on me dit, mais comment on fait? Déjà, on va en être persuadé, on va en être convaincu, et puis on va s'attacher à regarder à chaque instant comment on peut y faire attention. Et après, il y a beaucoup de choses très structurées ensuite. Par exemple, le fait de retravailler complètement la communication. On avait un déficit de communication avec une vision stratégique qui n'était pas bien comprise, avec des plans d'action pas compris. L'activité va bien, pas bien, c'était pas bien compris non plus. Donc on a travaillé des choses très simples, d'éléments de communication. Alors, par exemple, avec des faits marquants communiqués régulièrement. Mais aussi d'une logique qu'on a développée plus tard, de ce qu'on appelle les town halls, des rencontres avec les collaborateurs où les gens posent des questions qu'ils veulent et on y répond en direct. Voilà, on a fait différents formats d'ailleurs là-dessus, qui est extrêmement utile, qui permet de montrer que la parole elle est ouverte, qu'il n'y a pas de mauvaises questions, qu'on est prêt à répondre à tout. Ça, ce fait d'ouvrir le canal de la communication est vraiment très important. Et pour d'ailleurs travailler sur cette communication, on avait demandé aux collaborateurs de venir réfléchir avec nous à cette question de la communication. C'est quoi qu'il manque en termes de communication? Comment passer les messages? Par quels médias? De quelle manière? Et on avait fait ce qu'on avait appelé un labo communication, et on avait une quarantaine de personnes qui avaient participé pour réfléchir, construire avec nous. Un autre thème fondamental, c'est le développement professionnel. J'ai cité entre personnel et professionnel, mais disons professionnel. Personnel dans le cadre professionnel, en fait. Exactement, voilà. Maintenant, on ne peut pas négliger le fait qu'il y a une dimension personnelle, évidemment, là-dedans. Et là-dessus aussi, on a travaillé, on a mis beaucoup d'énergie dessus. Définir nos métiers, définir des progressions dans ces métiers, des référentiels, revoir aussi nos grilles de rémunération, donner des perspectives d'évolution, communiquer beaucoup plus, faire des retours sur les évolutions possibles, favoriser les mobilités, avoir des comités où on passe du temps pour regarder l'évolution des personnes, regarder aussi ce qu'on appelle, avec un terme anglais, placement issue, des gens qui sont en situation difficile dans leur poste. Donc, comment est-ce qu'on fait pour résoudre le problème? Parce que s'ils sont dans cette situation-là pendant des années, c'est une catastrophe. Voilà, c'est un certain nombre d'actions de ce type qui a permis de faire évoluer les choses, faire avancer, et qui a progressivement fait que cette insatisfaction qui était très fortement exprimée à un moment donné, petit à petit, en fait, elle s'est transformée. Et aujourd'hui, je vois bien, en fait, il n'y a pas cette insatisfaction-là, il y a des attentes, de l'envie, du challenge même des collaborateurs, puisqu'on a quelque part ouvert des portes. Mais il y a une relation à l'entreprise qui est bien plus positive, bien plus favorable,
Et du coup, je suis convaincu que ça a un impact sur les résultats de l'entreprise. Et en tant que dirigeant, donc tu as dit qu'il y avait un déficit de communication, que c'était un des points. Quel est pour toi le rôle du dirigeant en tant que porteur d'une vision stratégique et justement comment il peut l'insuffler dans l'organisation, comment il peut éventuellement montrer la direction, donner éventuellement du sens aux actions? Quel est le lien que tu ferais entre la vision que tu portes en tant que dirigeant et éventuellement le sens de l'action de chacun dans l'entreprise? Déjà, il faut poser une vision stratégique, donc c'est déjà important. Et il faut pouvoir l'exprimer d'une manière compréhensible pour soi, pour son équipe de direction, pour les managers, pour l'ensemble des collaborateurs. Et puis, il faut la communiquer. Alors, on peut avoir le sentiment que la stratégie, c'est un peu quelque chose qui peut être confidentiel. En fait, il faut que ce soit affiché. Alors, il peut y avoir des éléments qui sont confidentiels vis-à-vis de la concurrence. Bon, on doit faire attention. Mais si ses propres collaborateurs ne sont pas informés de la stratégie, c'est quand même difficile. Comment la communiquer aux collaborateurs? La cascade hiérarchique n'est pas du tout la bonne solution à mon sens. Il est nécessaire d'informer les managers d'une manière privilégiée pour qu'ils aient une compréhension privilégiée de cette vision stratégique. Pour autant, leur demander de la relayer et de la reprendre, moi je pense que c'est difficile et ça dépend du niveau de management. Et c'est à mon avis pas le rôle des managers. Le rôle des managers, c'est de la comprendre. Par contre, il faut que le dirigeant porte avec son équipe de direction, potentiellement, mais porte lui-même la vision stratégique et l'exprime. Voilà. Je pense que déjà, ça, c'est important d'être capable de le faire soi-même et en direct pour éviter la déformation par les intermédiaires. Ça, c'est un point qui me paraît important. Après, la stratégie, c'est au quotidien et c'est sur le long terme. Et c'est toute la difficulté. D'articuler les deux horizons temporels. Voilà, tout à fait. L'opérationnel s'impose, c'est peut-être pas planifié, pas prévu, il faut s'adapter. Et en même temps, il faut garder cette vision moyen-long terme en tête et puis être conscient de quand on s'en écarte, si cet écart il est grave ou pas. Après, soit si on s'en écarte, c'est que peut-être la vision stratégique elle n'est pas bonne, il faut la corriger. Donc très bien, action de corrective. Ou alors on est en train, pris par l'opérationnel, d'oublier des sujets de long terme, on passe plus d'énergie sur les projets, ou on est en train de faire des choix qui vont nous écarter de ce qu'on avait décidé comme objectif fondamental après une analyse bien structuré. Et là, il faut y revenir, se dire stop. Donc, et ça, le dirigeant, je pense qu'il doit avoir ce recul, cette lucidité en permanence. Autre élément, il doit aussi écouter ce qui se passe sur le terrain pour voir si sa vision, elle peut se mettre en œuvre. Et elle se met vraiment en œuvre. Et donc, c'est là où il faut descendre au plus près du terrain pour regarder. Si ça ne prend pas, c'est peut-être qu'on s'est trompé dans la formule, peut-être qu'on s'est trompé dans l'objectif, peut-être qu'on s'est trompé sur les moyens, peut-être qu'on a mal communiqué, que personne n'a rien compris. Donc, il faut être en prise avec le terrain pour savoir si ce qu'on a décidé se met bien en œuvre, est bien mis en œuvre, est bien compris et appliqué. C'est la deuxième fois que tu mentionnes le fait d'être à l'écoute. La première fois pour co-construire les actions qui pouvaient avoir du sens pour s'occuper de la partie bien-être au travail ou satisfaction des collaborateurs, etc., dans le cadre de leur travail. Et là, en termes d'écart ou de réalité opérationnelle en lien avec la stratégie, pour toi, l'écoute, c'est une qualité importante du dirigeant ? S'il n'y en avait qu'une, je pense. Alors, on parlera peut-être de l'empathie après, mais je pense que c'est quand même très lié. L'écoute, c'est tout ce qu'il faut savoir. Et le problème, c'est qu'en général, ce n'est pas ce qu'on apprend. On commence par ne pas du tout apprendre l'écoute, alors qu'en fait, c'est juste fondamental. Déjà, c'est simple, mais si on n'écoute pas le marché, si on n'écoute pas ses clients, normalement, on a de bonnes chances de se planter. Mais si on n'écoute pas aussi ces équipes, le risque, c'est qu'on ne soit pas connecté à elles, qu'on ne comprenne pas leurs préoccupations, qu'on ne sache pas qu'elles sont en difficulté, et on a toutes les chances de se planter. Et le problème, c'est qu'en fait, écouter, c'est le risque d'entendre des choses qu'on n'a pas spécialement envie d'entendre, parce qu'elles ne sont peut-être pas forcément dans le sens de ce qu'on voudrait. C'est assez confortable de ne pas écouter, parce que finalement, j'ai une idée. J'ai raison, forcément, puisque je suis dans mon référentiel, donc j'ai raison. Donc, si on n'écoute pas, on a plus de chances de ne pas être embêté, quoi. Et quand on écoute, effectivement, alors là, tout d'un coup, on est confronté à d'autres visions, à des perceptions qu'on n'avait pas imaginées, parce qu'on est dans son référentiel, mais il y en a d'autres. Voilà, donc on a un petit peu un risque, en fait, que les choses se compliquent. Et en même temps, on a peut-être la chance d'éviter de passer à côté d'une grosse erreur. Voilà. Et puis les choses, en fait, les gens, en plus, ont des choses à dire. Il y a quand même quelque chose de fondamental, c'est quand on a une entreprise avec des équipes, il y a une intelligence colossale qui est au travers de ces équipes. La sensibilité de chacun, sa perception, c'est des opportunités, c'est des chances. Quand on écoute, on se donne la chance d'avoir ces intelligences qu'on utilise, plutôt que de passer à côté. Voilà, je pense que du coup, l'écoute est absolument fondamentale.
Et donc, c'est une écoute empathique, c'est ce que tu disais, en fait, d'être capable aussi de se mettre à la place de ses clients, d'être... Quelle distinction tu ferais le cas échéant, ou est-ce qu'on parle de la même chose pour toi Oui, je pense qu'effectivement, l'écoute, on peut très bien dire j'écoute et puis pas écouter du tout, en fait. Oui, donc c'est l'écoute facile. sincère. Alors, c'est ça, c'est une écoute sincère, c'est s'écouter vraiment. Et pour s'écouter vraiment, je pense qu'il faut être dans l'empathie, parce que pour comprendre ce que dit quelqu'un, il faut, je pense, le comprendre et être dans cette empathie qui permet de comprendre et même ressentir ce que la personne éprouve. Et là, on a une chance de vraiment avoir compris ce qu'elle dit. Sinon, on peut écouter, on peut avoir entendu des mots, des phrases, une pensée, mais pas forcément avoir compris le sens de ce que la personne voulait dire. Profondément, voilà, et de passer à côté. Et cette écoute, c'est un exercice, c'est une discipline, en fait, je pense même. C'est pas quelque chose qu'on a comme ça, il faut le travailler. Et on est plus ou moins doué, plus ou moins formé à ça. Et donc, c'est comme pour tout, hein, et c'est du travail, quoi. Comment on fait pour travailler ça ? Je pense qu'il faut être convaincu que c'est important. Et à partir du moment où on est convaincu que c'est important, on le fait. Et puis après, on accumule cette expérience qui fait qu'à un moment donné, on écoute mieux et de mieux en mieux. Et en plus, quand on se rend compte que c'est utile, parce que c'est utile d'écouter, après d'ailleurs on continue à le faire parce que ça marche. Tu as parlé du fait de se priver aussi de l'altérité d'une certaine façon en n'écoutant pas, puisque comme tu le disais, tu es entouré de gens qui sont différents de toi, qui ont d'autres opinions, d'autres points de vue peut-être sur les choses, peut-être d'autres façons de réfléchir ou de voir. Comment est-ce que tu tiens compte de ça ? Comment est-ce que tu perçois cette altérité et le fait de travailler avec des gens qui sont différents, comment est-ce que tu vis ça ? Je pense que c'est une opportunité, c'est une chance. C'est difficile, on va dire dans le bon sens, c'est difficile de travailler avec des gens différents. C'est évident, c'est beaucoup plus facile, a priori d'ailleurs, parce que ça devient vite problématique, de travailler avec des gens parfaitement pareils à soi, parce qu'on pense de la même façon et que du coup, on dit quelque chose, la personne est d'accord, oui, puisqu'en fait, elle est formatée de la même manière. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile d'être avec des gens qui sont pareils. C'est plus difficile donc d'être avec des gens qui sont différents, qui pensent différemment. Et en même temps, c'est très riche, parce que le problème, c'est que si on est toujours dans cette pensée, sa propre pensée, avec des gens qui sont de la même manière, qui pensent de la même manière, c'est un angle. Et le monde, il se regarde à 360 degrés. Donc, travailler avec des gens qui sont différents, à mon sens, c'est absolument indispensable. Peut-être qu'il y a des activités, on peut l'éviter, mais bon, je pense que c'est à peu près valable dans tous les domaines. Et simplement, en fait, c'est un thème qui est assez... Là, encore une fois, on dit des choses qui peuvent paraître des banalités, des évidences, et notamment aujourd'hui où on est dans ce thème de la diversité, égalité, inclusion. Quelque part, même travailler avec des gens différents, c'est même une norme. C'est presque une obligation. C'est même légal. Mais au-delà de ça, en fait, ça c'est ok, très bien. C'est un mouvement qui a des bonnes raisons d'être, qui est utile, qui apporte beaucoup. Mais on ne fait pas ça juste pour être dans la mode, ou être dans une tendance, ou être dans une règle. En fait, il faut le faire parce qu'en fait, on a conscience que c'est juste bien mieux. Et c'est pas encore une fois, je reprends par rapport à ce thème de diversité, égalité, inclusion, on est sur des thèmes souvent de genre ou alors d'origine. Mais des gens différents, c'est des gens qui sont simplement d'une formation différente, par exemple. Moi, je suis ingénieur. Travailler avec des artistes, c'est pas simple. C'est même super compliqué, parce qu'on ne pense pas du tout de la même manière. Mais même travailler avec des marketeurs ou des commerciaux, et là, dans ma fonction, travailler aussi avec des artisans, c'est pas la même chose. Moi, j'ai une formation d'ingénieur, c'est les logiciels, quoi. C'est des méthodes. Des artisans, c'est la façon de faire, c'est le geste, mais c'est aussi la sensibilité. Il faut se connecter à cette sensibilité. Mais en même temps, cette sensibilité, dans mon activité en particulier, elle est tout. Elle est fondamentale. Si elle n'est pas là au départ, il n'y a rien qui marche. À une époque, je me faisais traiter d'ingénieur. Ce n'était pas un compliment. Après, je pense que juste pour aller encore un tout petit peu plus loin là-dessus, je pense qu'il faut savoir travailler avec d'autres personnes. Mais en fait, je pense que ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut aimer. Alors là, je m'aventure un peu, mais je pense vraiment qu'il faut aimer travailler avec des personnes différentes. Parce que si on aime travailler avec des personnes différentes, en fait, ça se sent, les gens le ressentent, et là, il y a une boucle vertueuse qui s'installe. La connexion est différente. Oui. Et les résultats aussi de la collaboration. Je le crois. Comment est-ce que, on a parlé aussi de tes tentatives de présenter des plans d'action à ton équipe ou des choses comme ça qui avaient été accueillies un peu froidement. Comment est-ce que tu prends des décisions ? Comment est organisée la gouvernance de ta structure ? Comment est-ce que tu fais pour décider quelles sont
et à la fois peut-être les circuits et à la fois tes critères ou ce sur quoi tu appuies ou fondes tes décisions? Alors, tu as dit gouvernance, structure. En fait, il y a tout ça dans mon fonctionnement. Je suis convaincu que c'est absolument indispensable d'avoir une gouvernance structurée. C'est nécessaire parce que s'il n'y a pas un cadre, une structure que les gens comprennent, peuvent lire, il n'y a pas d'empowerment. S'il n'y a pas d'empowerment, l'entreprise, elle n'est pas très efficace, elle n'est pas performante. Donc, il faut un cadre clair. Donc, moi, j'ai une gouvernance qui est définie avec un comité de direction qui a des objectifs que j'ai partagés avec l'entreprise. Il y a différentes structures de comités qui ont différentes vocations. Tout ça, c'est affiché, c'est connu, avec des rythmes définis, avec des agendas qui sont aussi structurés. Donc, il y a une part très structurée qui est indispensable, avec des créneaux suffisamment réguliers pour que les gens apportent des sujets, qu'on ait des éléments qui soient aussi reportés pour pouvoir contrôler, des présentations aussi sur des thèmes avec des échéances régulières. Après, il y a aussi une part dans cette gouvernance qui donne la place à des choses qui ne sont pas planifiées. Et j'ai ce qu'on appelle des revues sur différentes activités, des revues de terrain en fait, où il y a des agendas qui sont à géométrie complètement variable selon l'actualité et où un des principes, c'est d'être connecté à l'opérationnel, à l'activité, et où je suis dans l'information sur ce qui se passe dans l'actualité. Dans l'actualité de l'entreprise, pour être toujours connecté, encore une fois, et laisser la place aussi à des remontées du terrain. Ce qui permet de ne pas être uniquement dans un cadre, parce que si jamais l'information elle est en dehors du cadre, ce qui peut arriver, il ne faut pas la rater. Donc, il faut que le cadre permette aussi de faire rentrer le hors-cadre. L'empowerment que tu mentionnais, c'est du coup le fait que chacun sache jusqu'où peut aller sa prise de décision, par exemple, le fait que chacun se sente responsable d'une partie des sujets et donc ait le pouvoir, en quelque sorte, d'agir dans ce périmètre. Cette question-là est très, très difficile, en fait. L'empowerment, c'est hyper difficile. C'est en même temps fondamental. Donc, je pense que la question de l'empowerment, c'est que les gens se sentent engagés et en fait qu'ils sentent que ce qu'ils font a une importance. Si je sors de ces points de référence que tu as cités exprès, je dirais, en fait, si on dit qu'est-ce qui fait l'empowerment, c'est le sentiment qu'une personne a que ce qu'elle fait compte, a un impact. Il y a une phrase que j'ai entendue un jour qu'elle m'a dit un de mes patrons. Il m'a dit, Tanguy, une personne peut tout changer, peut avoir un impact et tout changer, peut faire la différence. Alors sur le moment, je me suis dit, bon, d'accord, ok. Et en même temps, je pense que cette affirmation, elle est indispensable. Moi, elle m'a beaucoup aidé et elle est indispensable pour tout le monde. Parce que si on n'a pas le sentiment qu'on a une contribution et qu'on a une importance, alors on ne se sent pas engagé vraiment et on ne prend pas la bonne décision, on ne va pas chercher à faire changer les choses, à faire avancer les choses. Donc je pense que ce qui caractérise l'empowerment, c'est ça. Comment est-ce qu'on y arrive ? Ça, je ne sais pas, c'est très simple, je ne suis pas sûr d'arriver à le résumer. Mais en tout cas, je pense que c'est l'élément fondamental. Bon, et pour ça, effectivement, il faut aussi un cadre pour que les personnes aient l'occasion de s'exprimer, qu'elles aient des rendez-vous, qu'elles aient des objectifs, qu'elles aient des rôles et responsabilités définis. Mais ça a quand même des limites. Parce que souvent, en fait, définir des rôles et responsabilités, c'est bien, mais à un moment donné, c'est les équipes qui font le boulot. Et comment est-ce qu'on définit dans une équipe qui fait quoi ? On peut essayer de le faire un petit peu, mais on ne peut pas tout dire. Donc, à un moment donné, c'est cette conscience-là qu'on a un impact, que l'équipe est fondamentale, qui fait que les gens font ce qu'ils ont à faire, travaillent ensemble, s'adaptent, font un peu plus, un peu moins, et puis à la fin, le résultat se fait. C'est ce qui donne du sens aussi à chacun. Je pense que déjà, sentir qu'on compte, ça fait sens parce que être payé, c'est important, évidemment, et c'est la première raison pour laquelle on bosse. Mais s'il n'y a que ça, il manque quelque chose. Se dire qu'on a un impact, que sa présence compte, c'est un élément de motivation et de réussite évident. La mise au placard, on sait, c'est radical. C'est la dépression assurée. D'ailleurs, c'est du harcèlement moral. Donc, si on a le sentiment qu'on compte, alors on s'engage, alors on a une action, alors on contribue au résultat, et puis le collectif bénéficie réussit. De ce rôle. Comment est-ce que tu décrirais le rôle du dirigeant et donc ton rôle dans une période de transformation interne ? Est-ce que c'est un initiateur ? Est-ce que c'est un accompagnateur ? Est-ce que c'est un vecteur ? Est-ce que c'est un peu tout ça à la fois ?
Oui, c'est probablement un peu tout ça à la fois. La transformation, en fait, on est dans un monde qui bouge tout le temps, donc la transformation, elle s'impose à tout le monde, à tous les secteurs, je pense, et toutes les entreprises. Donc, le dirigeant, il doit s'occuper de la transformation, c'est certain. En 12 ans, j'imagine qu'il y a eu pas mal de transformations aussi à mener. Oui, des changements d'échelle, des investissements importants, des expansions sur plusieurs pays. Digitalisation peut-être. La digitalisation, effectivement, des changements technologiques, donc énormément de transformations aussi culturelle. C'était une organisation au départ qui était très artisanale. Alors l'artisanat, c'est très noble, évidemment, mais l'organisation artisanale, ça peut être moins positif et moins performant. Et donc, on a basculé d'une organisation artisanale à une organisation industrielle, toujours en valorisant l'artisanat, mais l'organisation est devenue plus industrielle et c'est des transformations qui sont très profondes et qui sont difficiles même, parce que ça peut mettre des personnes en grande difficulté. Donc le dirigeant, cette transformation, déjà, il doit la comprendre, il doit la poser, il doit l'expliquer, et après, derrière, il doit la soutenir tout du long et renouveler, parce qu'on peut définir quelque chose à un moment donné, et puis après, il faut le redéfinir. On peut avoir atteint un objectif, et puis il faut en atteindre un autre après. Donc cette transformation, si on ne s'y attelle pas en permanence, si on n'a pas en permanence en tête, le risque, c'est encore une fois que on aille moins vite que nécessaire, qu'on repousse les décisions, qu'on soit confronté à des obstacles et que on ne tranche pas. J'ai des exemples en tête, sans les citer, mais que de transformation, quelque part, qu'on a repoussé, reporté avec le temps, parce qu'on n'avait pas les bonnes personnes pour mener les projets, parce que on n'osait pas attaquer les points difficiles, les points durs. Mais le problème, c'est que le problème ne fait que s'accroître. Et donc, de repousser, ça ne marche pas. Après, je pense qu'il y a une difficulté, c'est qu'à la fois, il ne faut pas lâcher, il faut être tenace, et il faut rentrer dedans, même s'il faut challenger. Et en même temps, si on est celui qui, en permanence, détient la vérité sur la transformation, si on rappelle en permanence à chacun que la transformation, il faut la faire, il faut la mener, et que c'est comme ceci ou comme cela qu'il faut le faire, alors là, on retombe sur le problème, encore une fois, de l'empowerment, parce qu'à ce moment-là, on a des gens qui disent, d'accord, très bien, c'est lui qui sait, et puis moi, je ne sais pas. Et là, ça ne marche pas, parce qu'on peut pas, la transformation, elle se fait dans toutes les strates de l'organisation, et si elle n'est pas portée par les différentes personnes, ça ne marche pas. Donc, il y a un moment donné où il faut accepter que le relais soit pris, que les gens fassent d'une manière qui n'est pas celle qu'on a imaginée. Donc, de faire confiance, c'est terrible. On y revient. Voilà, laisser faire. Ça ne veut pas dire ne pas regarder, ne pas suivre. Mais si on ne laisse pas, à un moment donné, un peu de liberté et d'espace aux personnes, le principal risque, en fait, c'est que les choses, au final, ne se passent pas. Et alors après, du coup, on s'énerve. Et puis on dit, ils n'ont rien compris, je le savais. Mais en fait, non, c'est parce qu'on n'a pas eu la bonne action. Donc, on pourrait dire tenace sur la cible et plus souple sur les moyens de l'atteindre, ce serait ça ? En fait, peut-être pas. En fait, peut-être que par moment, il faut être tenace et souple sur la cible. Parce que peut-être qu'on s'est trompé dans la cible et qu'une autre cible est mieux même. Et sur les moyens, souple, mais en fait, parfois, il faut être tenace parce que par moment, il y a des choses difficiles à faire et il faut les faire. Voilà, y compris des choses qui sont qui touchent à la structure de l'entreprise, à l'organisation, à des changements de positionnement de personnes. Voilà, il y a quand même des décisions qui peuvent être difficiles et puis des gens qui ne les vivent pas bien forcément. Donc, si on n'est pas tenace sur ces moyens-là, en fait, ça peut être un problème. Donc, tenace et souple en même temps. Sur les deux, voilà. L'objectif et les moyens de l'atteindre. Tu as parlé de changement d'échelle. Je crois que dans les 12 années qui se sont écoulées, la structure que tu diriges a connu une forte croissance. Comment est-ce que ça s'est passé ? Et du coup, en tant que dirigeant, quel retour tu peux nous faire sur être dirigeant dans un contexte de forte croissance ? Oui, alors moi, j'ai effectivement, globalement, notre chiffre d'affaires, il a été multiplié par 5 dans les années que j'ai connues, donc c'est quand même conséquent. Notre organisation, elle s'est, pour ma partie industrielle, elle s'est fortement développée en effectif. C'était à peu près multiplié par un peu moins, par 4, on va dire. On est passé d'un pays à 3 pays. Donc, c'est des changements assez forts, très forts, avec des dimensions aussi de métiers qui ont changé, des nouveaux métiers qui sont apparus, des organisations qui se sont imposées. Donc des changements très, très profonds. Les changements, en fait, on les a provoqués. On a plutôt été dans la logique de dire on va chercher le changement, faire évoluer les métiers notamment. Après, l'organisation a dû évoluer. Et on a fait des changements d'organisation parce qu'il y avait des nécessités
à bouger dans l'organisation. Je reviens sur la question de la croissance. Donc, j'ai connu une période de croissance assez extraordinaire, en fait, et donc une chance fantastique avec, donc j'évoquais une multiplication par 5 de notre activité, donc ce qui est quand même exceptionnel en un peu plus de 10 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a rarement l'occasion de vivre. Et cette croissance, alors évidemment, c'est hyper positif. Et tous ceux qui ne sont pas dans une logique de croissance aimeraient y être, c'est certain. Donc, je ne vais pas faire la moue devant cette croissance parce que ça a été une chance incroyable. Mais en même temps, dans la période que j'ai vécue, en fait, ce n'est pas forcément les périodes de forte croissance qui ont été les plus confortables. Quand c'était même à plat, c'était plus confortable. Et la pression pendant la période de croissance, parce qu'il y a des parts de marché à gagner, à ne pas perdre surtout, était extrêmement forte. Et donc, il faut que ça suive, tu veux dire, aussi en termes de production? Oui, parce qu'il faut, il faut que la capacité soit au niveau du besoin, parce que dans un environnement qui est assez contraint, et puis avec des ressources assez limitées pour ces capacités, ce n'est pas évident, donc ce n'est pas à capacité infinie. Donc, voilà. Et puis on a des gens des commerciaux qui, quand ils ont des clients en face, peuvent pas imaginer ne pas avoir de produits. Donc évidemment, c'est beaucoup de pression. Donc bon, après c'est le sel aussi du boulot, hein, donc c'est très chouette. Mais cette croissance, en fait, moi je l'ai utilisée comme élément pour recruter, d'attractivité en fait de l'entreprise. Et quand je recrutais, pendant cette phase-là, notamment après les années 2008, on a eu une phase de croissance après 2010-2012 très très forte. Je me revois dans les entretiens de recrutement où j'expliquais les taux de croissance fantastiques qu'on avait et je voyais les yeux des personnes qui étaient en face de moi briller avec une envie de venir me rejoindre. Donc c'était super. Et c'est donc, je peux dire quelque chose, c'est que c'est très positif. Pour autant, je pense que la croissance n'est pas un projet d'entreprise en soi, pour 2 raisons. Parce que quand la croissance s'arrête, si le projet d'entreprise, c'est la croissance, il n'y a plus de projet d'entreprise, donc c'est embêtant, parce que du coup, où est la motivation? Et l'autre raison, c'est que la croissance de l'entreprise, l'intérêt de l'entreprise, qui est évidemment de faire de la croissance, n'est pas forcément l'intérêt de tous les collaborateurs. Et la croissance peut être un moment difficile pour certaines personnes. C'est assez simple à comprendre. Quand on change de dimension, tout d'un coup, on a besoin de mettre un management là où il n'avait pas, de faire rentrer un expert là où quelqu'un était généraliste et faisait 4-5 choses. Tout d'un coup, on lui dit non, il faut que tu te spécialises et tu n'en fasses plus qu'une. Mais ce n'est pas forcément des bonnes nouvelles pour la personne, ce n'est pas forcément du coup une opportunité de développement. Et du coup, le développement de l'entreprise peut à un moment donné être en opposition avec le développement des personnes. Et ça, il faut y faire attention, il faut être à l'écoute de ça, parce que sinon on peut se retrouver avec des gens qui sont en difficulté et finalement qui se mettent en marge, alors qu'ils étaient juste avant contributeurs. Finalement, ces personnes, quand l'entreprise va mal, parfois elles sont les recours et donc on va vers elles. Donc il faut qu'on fasse faire attention à cette opposition potentielle d'intérêt entre l'entreprise et certains collaborateurs. Et en étant à l'écoute de ça, on peut du coup faire s'adapter et puis faire en sorte la personne qui finalement a le sentiment d'avoir réduit son périmètre, parce que c'est une réalité, et finalement retrouver un autre positionnement dans lequel elle retrouvera un nouvel intérêt, mais il faut s'en occuper. On a parlé de ce qui était interne. Il y a des changements aussi externes qui viennent percuter, impacter l'organisation, notamment, je pense, aux changements sociétaux, dont on parle beaucoup en ce moment particulièrement, et dont les entreprises se saisissent de plus en plus. D'après toi, quel est le rôle d'un dirigeant comme vecteur de changement sociétal dans son organisation ou dans le cadre des activités de son organisation? Comment est-ce que tu vois les choses sur ce sujet-là? Donc d'abord, ces changements, effectivement, ils s'imposent à tous, c'est une évidence, donc on doit faire avec. Je ne pense pas que le dirigeant soit vecteur dans le sens qu'il soit militant en fait, de ces changements. Je ne pense pas que ce soit son rôle. Je parle du dirigeant d'entreprise. Il n'est pas militant, sauf certaines entreprises peut-être qui peuvent être au cœur de ces changements sociétaux par leur activité, par leur raison d'être potentiellement. En revanche, le dirigeant, ces changements sociétaux, par définition étant sociétaux, ils s'imposent à tous, y compris aux entreprises. Et donc, évidemment, le dirigeant, il doit en tenir compte, il doit les comprendre, et il doit comprendre en comment ça vient impacter son activité et adapter son management, sa manière de manager, l'organisation de son entreprise, même peut-être les principes, les règlements d'entreprise, ses objectifs. Il doit en tenir compte. On le voit avec les questions qui touchent à l'égalité homme-femme. Là, aujourd'hui,
c'est pas une option, c'est une évidence. Bon, est-ce qu'on est dans une logique d'égalité salariale? Voilà, et c'est quelque chose dont il faut s'occuper parce que ça ne va pas de soi, on sait très bien. Donc, il y a des actions à mener et donc il faut analyser, comprendre et puis mettre en œuvre des actions pour aller chercher cette égalité salariale qui est juste une évidence. Donc, forcément, le dirigeant, il doit être conscient, lucide. Il ne peut pas dire ça ne me concerne pas, c'est pas possible. Ça le concerne et donc il doit s'en occuper. Et puis, c'est aussi une gage d'attractivité. Voilà, si on ne s'adapte pas aux besoins de nouvelles générations qui n'ont pas le même regard sur l'entreprise que les personnes plus âgées. Donc, je ne sais pas trop comment positionner, si c'est ceux comme toi ou comme moi, disons, qui ont quelques encore années plus de jeunes que nous, peut-être. qui ont une certaine expérience et maturité, on va ou au dire. contraire, encore plus vieux que nous. Voilà, il faut s'adapter. Et c'est une réalité. Alors, peut-être que certains ont envie de bouger plus vite. Oui, c'est comme ça. Alors après, on peut dire ils ont tort. Oui, mais bon, si du coup ils restent pas parce qu'on leur a pas donné envie de rester, on a tout perdu. Donc voilà, donc on est obligé. Là, tu parles de la fidélité des collaborateurs dans l'entreprise et du fait d'attirer des... Je parlais des jeunes, des générations. L'attractivité vis-à-vis des jeunes générations. Si on n'écoute pas leur manière de voir les choses, et on sait que les jeunes sont très sensibles à la vocation sociétale de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est responsable vis-à-vis de la société ? Sur les questions environnementales, voilà, sur les questions sociales. Si on n'est pas conscient de ça, et si on n'est pas des actions en ce sens-là, on sait très bien que les jeunes ne valorisent pas l'entreprise et vont avoir moins envie de rester ou pas envie de venir. On va être moins bien noté et donc du coup on ne sera pas attractif, donc pas performant au bout d'un certain temps et donc on a tout perdu. Alors, merci beaucoup pour tous ces éléments, Tanguy. Comment est-ce que toi, tu trouves plaisir à diriger ? Alors, je pense que ce qui me fait vraiment plaisir, en fait, c'est d'être avec d'autres. Alors, en fait, je suis un petit peu solitaire, je pense, mais je crois aussi que j'adore être avec d'autres. Et le fait de faire des choses avec d'autres personnes, avec une équipe, de réussir, de voir des gens qui prennent plaisir à ce qu'ils font, avoir des réussites collectives, en fait, c'est mon plaisir. Voilà, je ne peux pas dire mieux, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce que je trouve qui a de la valeur dans l'entreprise. Et en tant que dirigeant, c'est juste génial. Quelques questions un peu plus personnelles pour finir cet entretien. Qu'est-ce que tu aimes lire ? Et est-ce que tu as une recommandation à nous faire ? Alors là, j'ai eu un moment de policier islandais, donc j'aime bien les policiers islandais, je dois dire. C'est très sombre, très glauque. Voilà. Dernièrement, j'ai lu L'Anomalie, que beaucoup d'autres ont lu d'ailleurs, j'ai trouvé tout à fait génial. Voilà, donc Donc tu nous recommandes L'Anomalie ? L'Anomalie, ouais, il faut lire. Oui, c'est très, très, très chouette. Et puis, les romans, donc policiers islandais, écossais aussi, quelques polars écossais très sympas. Est-ce qu'il y a un lieu où tu aimes particulièrement te rendre ? J'aime la Franche-Comté, qui n'est pas une terre de natale, mais c'est d'adoption. Ma femme a des origines en partie franc-comtoises, et donc je vais tous les étés passer du temps en Franche-Comté. C'est génial parce qu'en fait, on peut faire des grandes balades et on croise personne, si ce n'est quelques animaux par-ci, par-là. C'est magnifique, ces paysages de plateaux et de forêts, j'aime beaucoup, c'est très apaisant. Donc, et puis encore une fois, des balades dans la nature, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu prends plaisir à cuisiner ou à déguster ? Alors, déguster, ça fait penser à du vin tout de suite, ou du whisky d'ailleurs. Cuisiner, donc je suis un spécialiste du wok, voilà, et donc je fais différentes choses au wok. Là, j'ai fait tout à l'heure, là, j'ai fait des pâtes aux saucisses, mais un peu spéciales, je veux dire, avec une sauce magnifique. Donc voilà, je fais beaucoup de fenouil avec mes wok. Les oignons nouveaux, j'adore. Voilà. J'étais dans les lasagnes ces derniers temps, des lasagnes très riches, avec beaucoup de légumes. Voilà. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée et à laquelle tu as envie de répondre ? Alors, la question, en fait, tu ne m'as pas demandé si ces 12 années que j'avais passées dans cette fonction, c'était positif, négatif, c'était finalement bien, est-ce que c'était pas du confort, un manque d'envie de changer, un manque de dynamisme, tout ça. Enfin bon, tu aurais pu me poser cette question-là. Et alors, j'aurais répondu que peut-être tu as raison, c'est peut-être tout ça, peut-être. Et en même temps, je suis très heureux et fier d'avoir fait tout ce temps dans cette fonction-là, d'avoir été dans cette activité qui, pendant toutes ces années, dans ce même poste, dans cette même fonction, mais qui en même temps a énormément changé avec le temps, parce que c'était
une activité qui a énormément évolué. Et puis, j'ai découvert quelque chose d'important, je pense, c'est la valeur du temps, de l'engagement. Et je me suis rendu compte qu'une chose que les gens valorisaient, c'était des valeurs qui sont associées au temps, parce que le temps que j'ai passé, finalement, ça voulait dire que j'aimais ce que je faisais, que j'étais engagé, que je prenais ça sérieusement, que ce n'était pas juste un passage et que ça comptait pour moi, et que j'étais vraiment dans ce que je faisais. Et je pense que pour s'engager comme cela, dans la durée, a de la valeur. Je ne dis pas qu'il faut rester très longtemps dans chaque poste, c'est pas ce que je dis, mais je dis qu'en l'occurrence, dans une fonction de dirigeant, la durée est vertueuse. Alors, on peut passer aussi de poste en poste, de fonction en fonction, enfin d'entreprise en entreprise, hein, ça c'est très bien aussi. Mais en tout cas, moi, je vois la durée, le temps que j'ai fait dans ce poste-là, comme quelque chose de fort, qui m'a permis de réaliser des choses dont je suis fier, de travailler longtemps avec des personnes en les connaissant toujours mieux, de développer des complicités, d'avoir réalisé des choses dont je suis heureux et qui me font plaisir, et puis dont je peux parler avec les gens que je croise avec plaisir, sympathie, enthousiasme. Merci beaucoup Tanguy. Merci Anna. Merci d'avoir écouté cet épisode de Plaisir de diriger. Qu'en avez-vous pensé ? J'espère qu'il vous a plu, intéressé, fait cheminer. Si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous, à laisser un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez me contacter, retrouvez-moi sur le site plaisirdediriger.fr. À la semaine prochaine.